C'est pour conclure une journée qui a été longue. Un sujet intéressant d'ailleurs, l'avenir du salariat. Je suis moi-même salarié, mais je n'ai pas été que ça. Il y a plein de façons d'aborder ce sujet finalement. Je vais l'aborder sous l'angle moins de ma casquette de DRH de Mazars, effectivement le seul groupe international non anglo-saxon, et pour autant intégré aussi. C'est-à-dire qu'on a une petite particularité, on est un seul et même groupe dans le monde, ce qui d'ailleurs nous pose la question des statuts des gens qui travaillent chez nous. C'est pas sous cet angle-là que je vais vous l'aborder, c'est sous l'angle... En France, on est tous présidents de quelque chose, il faut avoir ça en tête. Donc je suis président d'un truc qui s'appelle le Cercle de la prospective RH. Alors, la prospective RH, c'est des choses sympathiques parce qu'en gros, on réfléchit à des sujets où on ne sera plus là pour vérifier que ce qu'on disait était juste, mais il y a un point qui est important, c'est qu'évidemment, on essaie de toucher l'intégralité des thèmes qui vont influer sur notre métier, et en particulier les thèmes qui peuvent avoir une incidence très directe sur la relation de travail, mais sur les équilibres économiques, évidemment, liés à la relation de travail. Alors, la question du salariat, on peut la prendre sous pas mal d'angles. Il y a déjà un premier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est vous citer deux choses, deux anecdotes qui vont vous poser le cadre un peu de la question. Il y a à peu près un mois, j'étais en Normandie, perso natal de Mazars, mais en l'occurrence, ce n'était pas pour Mazars. Je visitais une usine d'un groupe qui fabrique sans le citer, j'ai un accord de confidentialité avec la visite de cette usine, qui fabrique des puces que vous retrouvez sur les cartes de crédit, par exemple, et qui est née de la fusion de deux autres groupes, et dont le nom s'inspire d'une ville dans le sud de la France. Petite commune, s'il en est. Formidable groupe, fantastique. Et j'ai été très frappé parce que pendant 20 minutes, j'ai pu observer une salariée, une opératrice, c'est le nom qui est utilisé. Elle travaillait sur... j'ai commencé ma vie dans la métallurgie, moi j'appelle ça un coil, mais en fait c'est une bobine, si vous voulez. En fait, cette entreprise, je vais finir par dire le nom, mais cette entreprise reçoit en fait des bobines pleines de puces non travaillées, si vous voulez, des puces vierges. Et le principe, c'est que les machines vont évidemment commencer à travailler pour créer les circuits que vous connaissez. Enfin, bien sûr, quand je dis les machines vont commencer à travailler, elles sont quelque part encore initiées par l'homme, ou en l'occurrence la femme. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces bobines, vous voyez des petites traces noires, et donc on a posé la question, mais c'est quoi ces traces noires ? Et la dame nous explique que, la jeune femme, puisqu'elle avait, je crois, 36 ans de mémoire, nous explique qu'en fait, les fournisseurs, jusqu'à maintenant, envoyaient des bobines où ils savaient qu'il y avait quelques défauts. Donc quand il y avait un défaut, ils marquaient les endroits du défaut par des petites traces noires, de sorte que, au moment de la fabrication des puces, il ne fallait pas utiliser ces puces-là. Et puis, à côté de ça, on voyait que les bobines étaient engagées dans des machines d'une technologie extraordinaire, avec plein d'écrans à surveiller. C'était vraiment impressionnant. Mais en même temps, la jeune opératrice nous disait qu'aujourd'hui, on ne voit plus les traces noires sur les bobines. Et vous savez pourquoi ? C'est parce que le fournisseur ne marque plus les bobines d'un point noir, ce qui en plus endommage en partie les choses, mais envoie par PDF en fait un plan de la bobine sur lequel sont repérés les défauts. Et l'opératrice, évidemment, télécharge ce PDF, va l'insérer dans le logiciel de traitement des données qui commande 5 machines, puisque j'ai oublié de vous dire, cette opératrice, en fait, travaille sur 5 postes en même temps. Donc elle ouvre un PDF, fait un travail de coordination entre un logiciel générique PDF et puis des logiciels spécifiques qui travaillent sur ces machines, et puis va commencer sur l'écran à travailler au lancement, mais à l'ajustement, à la correction aussi de bobines qui, évidemment, représentent des centaines de milliers d'euros une fois réalisées. J'ai posé une question, je me suis dit, tiens, les gens sont quand même très jeunes dans cet atelier. Ben oui, parce que vous pouvez essayer de former qui que ce soit, vous pouvez essayer d'apprendre en fait toutes ces technologies. Aujourd'hui, pour pouvoir travailler dans ces environnements-là, il faut une certaine accoutumance à la technologie. C'est-à-dire, en fait, il faut être capable d'entrer dans des univers qui sont informatiques, mais qui sont au-delà de ça très, très, très avancés, et qui font que cette personne, seule, commandait beaucoup de postes, mais simplement, elle m'a donné à penser que la question de ce qu'on appelle les travailleurs du savoir n'était pas une question de col blanc, ce n'est pas une question d'auditeur de chez Mazars, de Grant Thornton ou d'un quelconque de nos confrères. On est en train de parler d'ouvriers. Par contre, c'est vrai, ça a une conséquence. C'est que dans cette usine, dans cette partie de l'usine, vous n'avez plus que des gens assez jeunes et que, bien sûr, il n'est pas question de passer du temps à les former aux basiques de la technologie.
Donc ce sont des gens qui sont très à l'aise avec ces technologies, dans des univers extrêmement avancés, extrêmement techniques, extrêmement numériques. Et donc c'était très frappant. La deuxième petite anecdote, pour vous mettre en parallèle les deux choses, je ne sais pas si vous savez qui est Charles Andy, mais c'est un des derniers gourous vivants du management. Charles Andy, c'est un Irlandais, c'est un type sympa, parce qu'un jour, il nous racontait qu'il était dans son jardin en train de jardiner, et un type arrive en disant « Je reviens de l'exposition de photographie de Madame Andy, elle m'a dit que Monsieur Andy était là, savez-vous s'il est là ?» Il se relève, il dit « Vous savez, en fait, lui, c'est moi. » Et il nous dit, et le type m'a regardé et m'a dit « Vous êtes sûr ?» Et il a dit, d'ailleurs, c'était une bonne question, parce qu'il y a eu plusieurs versions de Charles Andy, dont certaines, je n'étais pas très fier, disait-il, mais c'est vrai que le personnage est très simple et très direct. Et il se trouve qu'il a été interpellé par un jeune Ghanéen qui venait de gagner le concours mondial de Peter Drucker pour le meilleur essai sur le management. Ce jeune Ghanéen lui disait, parce qu'on parlait d'employabilité, lui dit, vous savez, Monsieur Andy, pour moi, l'employabilité, c'est si j'ai un job. Et Charles Andy lui a répondu quelque chose d'assez étonnant. Il lui a dit, on devrait bannir ce mot de la langue anglaise à partir de maintenant. Pourquoi ? Il dit parce qu'en fait, et retenez ça pour la suite de ce que je vais vous dire, un job, c'est quand quelqu'un achète votre travail et ensuite vous dicte ce que vous devez faire de votre temps. Tandis qu'un travail, à l'avenir, ça va être quand quelqu'un achètera votre temps pour ce que vous avez choisi, vous, d'en faire. Et c'est extrêmement différent. Ces deux exemples, complètement différents, complètement disjoints, conduisent à la même réalité, c'est que ce qui a été décrit par certains auteurs, dont le fameux Peter Drucker dans les années 80, ça arrive. C'est l'avènement en fait de ce qu'on appelle les travailleurs du savoir. Et ces travailleurs du savoir correspondent à cette réalité d'un salariat qui va changer, voire qui va disparaître. Alors, je vais essayer de m'expliquer sur cet aspect-là, parce que la perspective que je vais vous donner, d'abord, elle n'est pas trop française. Moi, ma vie professionnelle, c'est pas faite. En tout cas, je n'ai pas appris le métier des RH en France, même si après, avec 5 ans comme DRH des caisses d'épargne, évidemment, je suis revenu dans une réalité très française. Mais moi, le métier, je l'ai appris à l'étranger. Et du coup, j'étais assez surpris parfois par certains réflexes qu'on peut avoir en France. Mais une chose était très frappante, c'est qu'évidemment, le niveau d'avancement social n'est pas le même du tout. En France, on est très avancé. On a des systèmes complexes qui ont été mis en place. Ce n'est pas le cas partout dans le monde, mais quand un système n'existe pas, si je vous donne un exemple, l'Algérie, quand j'étais dans le milieu bancaire, la question se posait de comment développer le système bancaire algérien. Il y a une réponse très simple. Aller directement en mobile. 76% des Algériens ont un téléphone portable. Pourquoi créer des agences bancaires ? Ça veut dire que les pays qui n'ont pas d'équipement sont des pays qui n'ont pas à se réformer, sont des pays qui ont à créer. Et quand vous avez créé, vous pouvez aller plus vite et faire plus simple, parfois plus intelligent que quand vous devez vous réformer. Et ça, c'est une réalité que j'aimerais que vous ayez en tête. Nos systèmes français sont des systèmes qui sont confrontés aujourd'hui, vous avez passé la journée là-dessus, et le livre blanc le montre bien, qui sont désormais confrontés à de la réforme. Alors que dans certains endroits du monde, et qui sont des endroits émergents, la question n'est pas la réforme, la question c'est la création. Et quand on est en création, on peut aller plus vite, encore une fois, j'insiste, on peut parfois faire mieux. Le salariat ne va pas disparaître comme ça, et surtout pas en France. C'est-à-dire que dans le monde occidental, il faut essayer d'avoir en tête d'où ça vient le salariat. Le salariat, comme on le connaît aujourd'hui, c'est une faute de penser au salariat comme étant juste le fait de recevoir un salaire. Ce n'est pas vrai. Quand on dit salariat, on pense en réalité une réalité très 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 différente, qui est ce qu'on pourrait appeler le salaire mensualisé. Et c'est ça la vraie différence. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a un énorme apport de cette notion de mensualisation, parce que la mensualisation, elle permet la confiance bancaire, elle permet le système fiscal, dans certains pays, en tous les cas, la fiscalisation mensuelle, mais au-delà de ça, c'est tout un système de stabilité, c'est-à-dire, en fait, c'est une vie planifiable. Et donc, quand je fais référence au salariat, soyons très clairs, je fais référence à l'ensemble d'un système social, professionnel, qui est né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ce système, il est né pour X raisons, mais c'est celui qui a permis, d'ailleurs, jusque dans la construction de la sécurité sociale et de l'apport dont on parlait tout à l'heure, ça a permis à des systèmes complexes d'évoluer, et aussi, c'est ce qui a porté le développement, les 30 Glorieuses, et finalement l'émergence d'une classe moyenne. Juste comme ça, pour qu'on soit bien sur les mêmes chiffres, vous savez qu'aujourd'hui, la classe moyenne dans le monde, c'est à peu près 3,2 milliards d'humains, et nous serons, dans une dizaine d'années, 4,9 milliards d'humains appartenant à ce qu'on appelle la classe moyenne ou la classe supérieure. Eh bien, l'équipement de la classe moyenne, c'est deux choses, c'est l'éducation et la protection sociale.
C'est-à-dire, en fait, c'est l'accès à une sécurité plus grande de sa vie, d'un logement, d'un confort. Et c'est ça qui va se passer. Mais ça va moins se passer chez nous, bien sûr. Mais c'est tout l'enjeu qui est en train de se développer. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette histoire du salariat mensuel, ces 60 dernières années, en fait, finalement, de développement plutôt occidental, pour être honnête. Mais ça correspondait aussi à une autre réalité qui était ce qu'on appelait l'homme organisationnel, c'est-à-dire qu'on a pu faire les carrières qu'on fait. Imaginez, avant la Deuxième Guerre mondiale, votre métier n'existait pas, mon métier n'existait pas, il n'y avait pas de DRH, il n'y avait pas des gens de marketing, de contrôle de gestion, que sais-je encore. Tout ça, c'est une construction de l'après-guerre. Et c'est très cohérent, d'ailleurs. On a fondé les écoles qui permettaient de le faire. Quand on arrivait dans l'entreprise, ce qu'on avait appris à l'école, ça marchait. On voyait des gens qui le faisaient, peu ou prou, plus ou moins bien, peu importe. Mais enfin, disons, dans vos entreprises, c'était parfaitement fait. Donc, ça montrait qu'on était dans un système cohérent. Eh bien, toute cette construction, tout ce construit social de 60 ans, aujourd'hui, commence à être mis en cause. Parce que, d'abord, les gens ne travaillent plus de la même manière, évidemment, puis leurs attentes ne sont pas les mêmes. Et si on revient à ce que disait Andy, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous venons chez Mazars de réaliser une enquête, imaginée, sur 7000 membres de la génération Y. Alors, la génération Y, soyons très clairs, on peut faire très vite. On peut dire, ouais, c'est des conneries, mais des générations sont toutes les mêmes. On a tous fait ça, on a été jeunes, on a envie de changer le monde, et puis après, on s'est calmé quand même. En 1830, ils jetaient des pavés, ils tuaient des gens, c'était la Révolution, c'était Rimbaud, c'est Baudelaire, c'était quand même autre chose qu'aujourd'hui, quand même, non? Ou alors, on peut avoir un autre point de vue qui consiste à dire il y a réellement un changement. C'est-à-dire, en fait, il y a réellement des attentes, des façons de travailler qui sont très différentes. Nous, le sondage qu'on a pu faire avec un taux de réponse très élevé nous a montré que c'est une rupture totale. Les gens ne veulent plus travailler de la même manière. Par exemple, dans un monde qui est comme celui de Mazars, un monde où compter le temps, ça compte. Pour facturer le temps aussi à un moment, mais simplement déjà le compter. C'est-à-dire, on est très basé sur les longues heures. On est très basé sur l'effort, sur ce genre de choses, sur la prescription du travail. Eh bien, nous avons une majorité de gens, de ces jeunes gens, qui sont aujourd'hui notre force vive et qu'on cherche à attirer. Il ne faut pas qu'on se trompe, on a besoin de les avoir. Eh bien, qui nous disent, écoutez, donnez-nous une deadline, donnez-nous une cible, mais ne nous emmerdez pas à nous dire comment il faut qu'on travaille. Si on veut travailler à minuit, on travaille à minuit. Et en fait, il y a ce consentement à l'effort qui est en train de changer, pour faire référence à des mots du moment. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en plus de ça, en France, c'est plus lent qu'ailleurs. Donc ce monde est en train de changer et le salariat est en train de changer. Et assez probablement, le salariat n'est pas une forme d'avenir dans l'organisation des rapports entre le capital et le travail. Ce qu'il faut imaginer aujourd'hui, c'est que, encore une fois, de plus en plus de gens vont essayer de s'organiser eux-mêmes. Je ne suis pas en train de vous parler des dispositions Sarkozy pour faciliter l'auto-entrepreneur, etc. Je suis en train de vous dire que mondialement, la relation de travail est en train de s'organiser de plus en plus dans une relation qui n'est pas une relation de longue durée, organisée autour d'un contrat, organisée d'un emploi à vie. Alors bien sûr, évidemment, on peut voir des nuances. Au Japon, un peu plus encore qu'en France, oui. Dans une grande partie du monde occidental, toujours. Et donc ça mettra peut-être 10, 15 ans, 20 ans à bouger. Mais il y a des grosses zones du monde où évidemment les choses changent de manière plus rapide, où là, cette fois-ci, ce n'est pas la forme qui est la forme naturelle d'emploi. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Incontestablement, il ne faut pas penser qu'on y est. On a encore un peu de temps. Mais, y compris jusque dans certains métiers comme le mien, on peut être sûr que nos jours sont comptés. Je m'explique. Moi, en tant que DRH, mon métier, c'est d'essayer d'avoir une maîtrise de la ressource interne. C'est-à-dire, finalement, de garantir que dans le modèle économique, j'ai une gestion stratégique des effectifs qui fait que je ne vais pas, pour des raisons de dérive, par exemple de masse salariale, mettre en péril le résultat, le profit d'entreprise, qui d'ailleurs, dans une coopérative d'associés, bien évidemment, représente la rémunération des salariés. C'est jamais populaire de mettre en danger la rémunération des salariés, des associés. Les salariés non plus d'ailleurs, mais les associés, c'est encore plus... un retour plus direct. Du coup, moi, mon métier, évidemment, il est génial quand tout est sous contrôle. C'est plus sous contrôle. Souvenez-vous des gens qui, chez vous, il y a 10 ans, vous appreniez qu'un tel avait un CV chez un chasseur de tête. C'était quoi votre sentiment ? Je n'ai pas besoin de vous le demander, c'était le même que le mien. C'était déloyal, c'était pas possible, c'était quelqu'un qui voulait quitter l'entreprise. Aujourd'hui, dans des entreprises comme les nôtres, je citais Capgemini pour sortir un peu de Mazars, 92% des salariés de Capgemini ont leur CV sur LinkedIn, enfin leur profil sur LinkedIn, c'est pas un CV d'ailleurs. Donc on ne va pas tous penser que c'est tous des déloyaux et qu'il faut se méfier d'eux, parce que sinon après, ça commence à devenir compliqué. Le monde est en train d'évoluer vers une relation de travail où les gens vont essayer de vendre ce qu'ils aiment faire ou ce qu'ils ont envie d'offrir.
Ça veut dire aussi que si on est dans ce système-là, une chose va changer. C'est que LinkedIn, aujourd'hui, c'est très passif. Vous avez votre profil sur LinkedIn. En gros, vous attendez qu'on vous contacte au cas où, et encore. Demain, ce n'est pas ça qui se passera. C'est que si vous vendez une compétence et qu'on est organisé dans des grappes de compétences, par exemple, eh bien, il faudra vous vendre plus. Il faudra faire du pull et non pas du push et non pas du pull. Il ne faudra pas attendre, il faudra y aller. Et ça veut dire aussi que la notion de publicité sur un profil, la notion de vente de son expertise, qu'on appelle l'entreprise de soi, va devenir un mode beaucoup plus répandu que ce qu'on connaît. Alors, j'insiste là-dessus, encore une fois, pas de catastrophisme. En France, probablement, nos générations vont vivre ça sur la fin. Mais ce qui arrivera par l'extérieur, en particulier dans le monde des services dématérialisés, arrivera un peu plus vite, parce que bien évidemment, les modèles aussi de management, les modèles d'organisation d'entreprise sont en train de changer à grande vitesse. Donc par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aura donc cette forme de salariat qui va progressivement s'étioler au profit probablement d'autres formes plus contractuelles de relations de travail. Mais ce contrat ne sera pas lié à ce qui était aussi la promesse finalement d'une vie planifiable, qui était l'emploi de longue durée, ce qu'on appellerait en France le CDI, si vous préférez. On va aller vers des formes plus ouvertes, où vous pourrez avoir plusieurs employeurs. Alors on connaît ça, moi j'ai moi-même été un moment dans ma vie multi-employeur. On sera d'un côté en même temps qu'on est payé pour une force de travail ou pour des idées, en même temps on fera d'autres choses pour d'autres personnes. On aura cette variété, ce qu'on appelle le portefeuille d'activités. Mais surtout, la question que ça pose derrière, c'est dès l'instant où il n'y aura plus la garantie de la longévité du contrat, s'il n'y a plus la pérennisation de la relation de travail, je vais le dire très, très trivialement, mais pourquoi le banquier vous accorderait des prêts si on n'est pas sûr que le revenu va être constant? Et puis, comment on pourra commencer à aller appeler des cotisations dès l'instant où il n'y aurait pas justement ces rentrées régulières d'argent? Comment on organisera des systèmes sociaux qui, justement, basés sur la collecte régulière, permettent en fait des analyses longues, l'actuariat, finalement, et donc sur les tendances longues, de jouer justement sur ces tendances longues pour permettre de prendre des risques qui devient plus compliqué de prendre si la relation est de plus court terme. Alors tout ça m'amène peut-être à une conclusion qui est assez simple. Je pense que moi j'ai été épaté de voir ce que vous faites là, c'est-à-dire que du temps où j'étais un DRH plus français, on va dire, ça n'existait pas ces rencontres. Moi je m'intéressais beaucoup parce que je suis un béotien là-dedans, à la protection sociale, aussi parce que je me retrouvais président ou vice-président de système interne de prévoyance, et ça, là on commence à toucher des trucs un peu dangereux. Donc je me suis un peu intéressé, mais il n'y avait pas ces rencontres, il n'y avait pas cette organisation de la profession, un peu comme l'Institut Montaigne, je crois que vous avez vu Laurent Bigorne ce matin, le fait, cet élément de think tank qui peut aussi permettre d'influer sur des décisions. Simplement, ma conclusion, elle est double. C'est, essayer d'influer autant sur des décisions de long terme que sur des aspects d'ajustement aujourd'hui de lois existantes. Ça, c'est un premier point. Ce qui veut dire aussi peut-être, Bruno, alors là, j'ouvre des voies extrêmement onéreuses, il y a peut-être à un certain moment des Learning Expeditions, il y a peut-être aussi pour l'IPS à trouver une voie qui permette d'ouvrir et d'aller voir ce qui va se faire ailleurs, qui peut-être anticipe des tendances lourdes. Le deuxième point, c'est que voilà, vous êtes au bout de ces deuxièmes journées. Je crois que ça a été un vrai succès. J'ai cru comprendre que ça s'institutionnalise. Il y aura des troisièmes rencontres. Eh bien, peut-être les troisièmes rencontres, ce ne serait pas bête d'y passer un moment sur justement les nouvelles formes de protection sociale liées à un salariat en entropie. Et qu'est-ce que pourraient être les formes de protection sociale dans un système beaucoup plus ouvert, beaucoup plus contractuel, peut-être aussi, ou encore une fois, la lisibilité de long terme des carrières ne sera plus du tout possible. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. En tous les cas, c'est, j'espère, un appel à l'encouragement. Les troisièmes rencontres le permettront peut-être. Mais surtout, j'insiste là-dessus, il n'y a pas d'urgence quelque part, mais il y a urgence à penser le futur sous des termes qui ne sont pas que français, mais qui peut-être aussi ouvrent des voies qu'on n'a pas connues maintenant, mais qui intéressent énormément les jeunes générations. Voilà, je vous remercie.